Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Samuel et Étienne. Bonsoir, merci d'être venu. Voilà. Et puis notre collègue de Formel, donc, que je vais appeler tout de suite, Valérie, et qui va présenter un peu dans quel cadre se déroule cette conférence, puisque cette conférence, elle a été faite conjointement avec Fornet, qui organise en ce moment même un festival qu'on vous invite à découvrir. Bonjour, donc, je m'appelle Valérie, je travaille à la bibliothèque Fornet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette bibliothèque, c'est une bibliothèque qui se trouve dans le Marais, un rue du Figuier à Paris, et qui est spécialisée dans les arts, les métiers d'art, les techniques d'art. Et depuis 1 an et demi, on a fait rentrer dans nos fonds des gravzines, qui sont des fanzines graphiques. Donc pour les valoriser, comme on a des salles d'exposition, jusqu'au 24 novembre, du mardi au samedi, on a une exposition autour des gravzines. Donc voilà, c'est un petit flyer, j'en poserai sur la banque là-bas si vous voulez en prendre après. Donc pour cette exposition, il y a une rétrospective des 25 ans du Dernier Cri, qui est une maison d'édition et qui sortent essentiellement des fanzines en sérigraphie. Donc il y a une salle avec des fanzines qu'ils ont produits. On a invité la Fanzinothèque de Poitiers, qui est la seule bibliothèque dédiée aux fanzines d'Europe, on va dire, qui existe depuis 30 ans et qui se trouve à Poitiers. Donc on leur a laissé une salle où ils ont carte blanche, ils ont installé des petites cabanes, il y a des fanzines à feuilleter, enfin je vous dévoile pas tout. Et il y a un duo qui s'appelle Arrache-toi un œil, qui eux sont basés sur Paris. Ils ont un atelier de sérigraphie et ils font des montages en sérigraphie, donc ils ont décoré tout le hall d'accueil. Donc dans ce cadre-là, nos collègues de la MMP qui ont eux aussi des fanzines de musique, puisqu'on est 2 médiathèques où on a fait rentrer les fanzines à peu près au même moment, on s'est dit que ce serait sympa de fusionner les événements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la conférence de Samuel Étienne. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à l'exposition, la bibliothèque. Ça veut dire quoi, EPH? C'est l'école pratique de nos études. Parfaite transition. Donc, chez nous, on a l'habitude de faire un petit quelque chose au début, c'est une petite médiation pour vous permettre de connaître l'intervenant qui vient chez nous aujourd'hui. Donc, Samuel, dis-nous ce que tu fais dans la vie. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'école pratique de nos études, l'université PSL Paris Sciences Lettres. Ma spécialité, c'est la géomorphologie. Moi, je travaille sur l'érosion et l'impact des cyclones et de tsunamis sur les côtes. Donc, ça n'a rien à voir avec les fanzines, mais je fais les fanzines en fait depuis le milieu des années 80 à peu près. J'ai commencé à faire des fanzines tout seul, après avec des copains sur le rock alternatif, comme on disait. Et puis j'y ai pris goût, j'ai jamais vraiment arrêté, et ensuite j'ai continué à en faire. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, puis maintenant, depuis quelques années, je fais justement de partager ça à travers des conférences, notamment sur ces fanzines. Tu as toi-même édité certains magazines de fanzines créés Oui, ce que je disais, donc à partir du milieu des années 80, avec des copains de lycée, comme souvent, on avait les mêmes goûts musicaux, on allait voir 2-3 concerts par semaine, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai découvert un petit fanzine à Nantes, parce que je suis originaire de Nantes, qui s'appelait Bordel 666, qui était un fanzine punk, et c'était tellement rudimentaire, tellement nul, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, on s'est dit, mais comment on peut sortir ça? C'est tellement facile à faire qu'on s'est dit, on va faire pareil, donc on s'est mis à aller interviewer les groupes qui passaient par là, leur poser des questions nulles, est-ce que c'est dur de faire du rock en France, des choses comme ça, et puis petit à petit on se rend compte que on édite un fanzine à 20-30 exemplaires, et tout d'un coup on rentre dans les loges, donc on franchit un petit peu cette barrière entre la salle et puis l'arrière-salle, donc les loges, on se trouve avec les groupes, et donc
c'est assez motivant, et donc on a continué, et puis après certains ont fait une carrière professionnelle à travers des journaux après professionnels, et puis voilà. À quel moment le fanzina est devenu un objet d'étude? Alors je ne sais pas si c'est pas encore un objet d'étude, ça le devient, c'est en train de naître. Ça dépend si on considère la situation en France ou ailleurs. En France, c'est très tardif, même l'intérêt, on va dire, patrimonial pour les fanzines est tardif. Hein, on voit avec la Bibliothèque nationale de France, par exemple, qui a un fonds fanzine qui est très pauvre comparé à celui de la Fanzinothèque de Poitiers, où à Poitiers vous avez à peu près 60 000 volumes disponibles. C'est une initiative associative en 89 autour du confort moderne. À la PNF, vous avez 1 millier de fanzines seulement. Donc on se rend compte que l'intérêt pour le fanzine en tant que patrimoine écrit est assez tardif en France. Moi j'ai commencé en fait finalement à écrire sur les fanzines il y a 15 ans, puisque à la suite des fanzines, j'avais créé une maison d'édition associative qui s'appelle les éditions Mélanie Sétain, et en 2002 on a créé un fanzine un peu sérieux qui s'appelait Volume, qui était une revue qui est devenue une revue de recherche sur les musiques populaires, et au départ ça a vraiment été l'idée, ça a été monté comme un fanzine. Et avec Marie-Pierre Bognol, qui avait fondé le Nouveau Casino, et Jérôme Guibert, qui est sociologue, qui travaille sur les musiques actuelles. Et c'est eux qui m'avaient dit, tu connais bien les fanzines, tu en fais depuis longtemps, c'est bien que tu commences à écrire. Donc en 2003, j'avais fait un premier article. Puis c'est une activité annexe pour moi depuis 15 ans, ce qui va devenir une activité principale dans quelques mois. Bon, place à la conférence. Et merci. Puis, alors, la conférence va se terminer au maximum à 18h30 pour permettre à vous tous qui êtes ici de découvrir la belle expo qui vous entoure, qui est autour de Daniel Johnston. Donc il y a également, elle se décline, puisque c'est le dernier jour de cette expo-là, sachez qu'elle se déclinera sur Internet après. Voilà, et bonne conférence et merci beaucoup. Merci, j'ai essayé de tenir le temps. Donc déjà, merci de m'avoir invité, et c'est vrai que ce soir, je vais vous parler un petit peu des fanzines do-it-yourself, DIY, punk et post-punk, en considérant, et un postulat de base, c'est que les fanzines, c'est un média qui est plutôt banal, plutôt rudimentaire, qui est presque un anti-média, c'est-à-dire sa faculté à porter de l'information a priori assez mauvaise, et pourtant on va voir que les fanzines, et notamment ceux qui ont été inventés par les punks, sont devenus des médias un petit peu géniaux, et qui ont réussi à renverser cette tendance, ou ce jugement qu'on peut avoir sur eux. Alors si vous tapez fanzine sur Google Images, vous avez un aperçu comme ça qui est assez varié. Là vous en avez ici un certain nombre qui font partie du fond de la médiathèque musicale, donc vous pouvez venir consulter. Alors comme Antoine me l'expliquait tout à l'heure, c'est un fonds qui a été commencé dans les années 80, très vite arrêté et repris récemment. Donc il y a quand même quelques petites perles, des vieux fanzines d'avant 85 comme Rock Hardy, Tant qu'il y aura du rock, et des choses comme ça, et puis des choses plus récentes, j'en ferai passer tout à l'heure. Donc là, vous avez un aperçu de ce que sort la recherche fanzine sous Google Images. C'est à la fois des fanzines musicaux, c'est des fanzines de BD, c'est des fanzines graphiques. Moi, je vais me concentrer ce soir essentiellement sur les fanzines musicaux DIY, punk et post-punk. Alors, je vais essayer de vous raconter une histoire en 3 points. D'abord, revenir sur le fanzine musical qui s'inscrit dans l'histoire d'un média amateur, c'est celui de la presse alternative et puis des cultures do-it-yourself, puisque ce ne sont pas les punks qui ont inventé les fanzines. Il faut remonter à presque un siècle maintenant pour voir apparaître le média amateur et le magazine de fans, le fanzine. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est que ce média fanzine DIY, il a été promu par le mouvement punk qui s'est appuyé sur ce qu'on pourrait appeler les tares congénitales de ce média pour en faire un média génial qui va promouvoir le mouvement punk, le mouvement rock alternatif, et ça notamment à travers des stratégies esthétiques voulues, parfois inconscientes. Mais ça sera le 3e point, ça sera d'essayer de montrer quels sont dans les acteurs du mouvement punk ou du fanzina punk ceux qui avaient conscience de faire quelque chose qui était lié à des avant-gardes artistiques, le mouvement Dada, Fluxus, etc. Donc à travers quelques exemples, je vous montrerai comment on a eu des passeurs comme ça qui ont réussi à promouvoir ce fanzine.
puis je terminerai en conclusion sur un petit panorama rapide des fanzines en 2018, parce que non seulement ils existent toujours, mais ils se portent plutôt bien, il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de salons du fanzine qui sont organisés. Alors première chose, le fanzine en tant que média alternatif. Alors il y a deux choses. Est-ce que le fanzine est un média alternatif? Et puis derrière le mot alternatif, il faut le distinguer aussi de radicalité. Vous avez d'un côté le terme radical, hein, c'est l'idée d'avoir un contenu politique assez fort, une idée de transformation sociale. Donc ça va être exprimé à travers des slogans, vive l'anarchie, je vais reprendre le laser, making punk a threat again, hein, refaire du punk une menace, là pour le fanzine de Minneapolis, Profane Existence, c'est le langage des signes aussi, hein, on peut dire d'une certaine manière, c'est assez radical, ou ce sont là des fanzines comme Riot de l'International Émeutière, qui est un fanzine qui vous explique comment saboter les trains, comment faire activement la révolution. Donc ça c'est un fanzine par exemple qui est sans lieu, sans date, qui n'existe pas sur Internet, et puis c'est bien marqué à l'intérieur, photocopiez-le, mais ne le distribuez pas à n'importe qui, sachez à qui vous le donnez. Donc ça peut être ça, ça peut être radical, ça peut être une volonté radicale qui va être affichée voilà, à travers des graphismes assez violents, assez choquants, qui interpellent en tout cas, donc des choses assez récentes, là comme ce split zine entre propagande, déviance et futur noir, hein, 3 fanzines qui se sont associés pour faire un numéro spécial après les événements de Gênes, de G20 à Gênes, où là, au milieu des années 80 à Lyon, hein, Kalachnikov, vous voyez là le photomontage avec Mireille Mathieu. Et à côté, et à l'inverse, ou à côté du terme radical, on a le terme alternatif, qui lui est plutôt la volonté d'exister en dehors ou en périphérie du système. Pas forcément vouloir renverser le système, mais trouver une place. Le système dominant ne vous donne pas de place, eh bien on va essayer dans ce système de trouver sur les marges en général une place pour exister. Et c'est, si je l'oppose à Profane Existence, c'est par exemple le sous-titre de Paradise Noise qui dit « Making punk a killing joke again hein, », refaire du punk une blague qui tue. Donc finalement c'est un petit peu les deux tendances, les deux grands pôles du punk, entre le punk festif, où là j'ai mal, billard et punk, et puis le punk, l'anarcho-punk, qui va plutôt être militant, qui veut renverser un système. Donc, soit un petit peu des deux qu'on va retrouver hein, entre l'alternatif et le radical, si on veut faire un petit peu court. Et ça, dans la presse alternative, dans les fanzines, il y a conscience de ça, de ce rôle. Alors, je vais vous le dire parce que je pense que vous ne voyez pas très bien, et moi, du coup, je ne vais pas réussir à le dire non plus en petit. Je vais faire un pas en arrière. C'est aux revues alternatives de suggérer des points de vue et de faire preuve d'originalité et de créativité en se démarquant les uns des autres par des vues et des discours qui ont pour point commun un très fort désir créatif et libérateur. C'est le but d'un fanzine que d'offrir la possibilité de découvrir des expériences de vie et des réalisations artistiques originales et bien souvent trop méconnues. Ça, c'était Zoop, hein, dont le fanzine alternatif mais déterminé à résister. Donc il y a cette conscience hein, d'occuper finalement un espace marginal et d'offrir une alternative. Alors quand on regarde les fanzines musicaux, plus particulièrement, l'alternative c'est souvent par rapport à une presse magazine. Se démarquer de la presse commerciale, la presse que l'on trouve en kiosque. Alors comment les distinguer? On peut regarder leur positionnement respectif par rapport à l'information, par rapport au lectorat et aussi par rapport au système économique. Juste ce schéma pour montrer comment fonctionne le magazine, on va dire la presse dominante, et le fanzine, la presse alternative, par rapport à la possession d'une information. Par exemple, une interview exclusive d'un groupe. Vous êtes la presse commerciale, vous avez un scoop, une interview exclusive, et bien vous allez essayer de populariser au maximum cette interview, parce que ça va permettre de vendre beaucoup plus de journaux, donc d'acquérir plus de recettes. Dans le milieu donc là c'est plutôt une force, vous voyez, centrifuge. Dans la presse alternative, au contraire, il n'y a pas forcément la volonté de diffuser au plus grand nombre. Il y a une volonté de diffuser à ses pairs, au sein d'un cercle, au sein d'une tribu, si on utilise la terminologie maffesolienne, mais donc de s'adresser à des gens qu'on connaît à peu près. Donc déjà, il y a un traitement de l'information en termes de véhicules qui est différent. Alors vous voyez un exemple avec le fanzine arrière-plan qui nous dit dans ses sous-titres donc des comptes rendus de concerts inintéressants et des private jokes à foison.
hein, des blagues privées, des discours entre nous, et c'est le sous-titre. Ouais, le sous-titre, c'est entre guillemets, c'est en ce moment Shabbat, c'est assez incompréhensible, et en fait, en lisant le fanzine, on découvre qu'au cours de l'interview, ils interviewaient un groupe israélien qui a dit bah, nous on joue pas le samedi parce que c'est Shabbat, et l'un des membres du fanzine qui savait pas ce qu'était Shabbat a posé cette question, ah mais c'est en ce moment Shabbat, un peu comme si c'était le Ramadan. Donc pour se moquer de lui, ils ont mis ça en sous-titre. Vous imaginez bien que dans la presse commerciale, on va pas faire ce genre de choses, de private jokes en couverture. Donc là c'est déjà une première différence. La presse dominante, quelque part, elle a une démarche altruiste, elle essaye d'aller vers l'autre, puisque en allant vers l'autre, elle va vendre plus de journaux, donc elle va avoir plus de recettes. Alors que dans la presse alternative, et souvent dans les fanzines, on a une démarche qui est souvent d'auto-satisfaction personnelle. Hein, on se fait plaisir en éditant la fanzine, et tant pis si les lecteurs ne vont pas comprendre ce qu'on raconte. L'essentiel, vous voyez, hein, ce qu'on dit dans Pogo Tango de Rennes, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'on se demande parfois si on se casse pas le cul pour rien, pour sa seule satisfaction personnelle. Le problème, c'est que le but, c'est de partager, mais avec qui? Pas avec les bovins qu'on retrouve au table de presse, etc. Donc il y a une critique sur les gens qui sont dans la consommation, simplement, qui trouvent les fanzines trop chères par rapport à la bière, et voilà. Ensuite, en termes de traitement de l'information, la presse dominante, la presse commerciale, elle a une communication, on va dire, verticale, hiérarchisée, descendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui écrit une chronique d'album pour des lecteurs, et vous avez peu de possibilités de répondre. Il y a une vraie hiérarchie entre le prescripteur, le rédacteur et les lecteurs. Je mets professionnel entre guillemets, parce que c'est une des particularités de la presse culturelle et surtout musicale, c'est que souvent les journalistes professionnels n'ont pas forcément fait une école de journalisme, sont souvent passés par les fanzines, et puis par l'expérience sont ensuite devenus des journalistes professionnels. Dans la presse alternative, souvent on partage le même langage qui est assez rudimentaire, et en fait il y a un nivellement, il y a une communication qui est totalement horizontale, avec la possibilité de répondre. C'est un dialogue entre amateurs, au sens originel étymologique du terme, celui qui aime. Vous voyez ce fanzine anglais, la Peroxide, un fanzine pour une jeunesse moderne, fait par des amateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant. Du point de vue économique, la presse dominante, son but premier, déjà, c'est d'être rentable. Donc c'est une presse qui va être commerciale, basée sur un retour sur investissement. Alors que pour la presse alternative et pour les fanzines, très souvent, ce qui va être mis en avant, c'est le côté no profit, c'est le côté non commercial, donc avec des fanzines déjà gratuits, sans publicité. Donc ça, c'est original, on peut se demander quel est le modèle économique, j'en reviendrai tout à l'heure. Pour la presse dominante, vous allez avoir une dépendance économique par rapport à la publicité. Il suffit de regarder n'importe quel magazine de musique, entre les interviews auxquelles on consacre 4, 5, 6 pages, et puis les encarts publicitaires, il y a un lien très fort. Bon, ça c'est pas nouveau. Alors que justement, la presse alternative, elle va s'appuyer sur cette indépendance par rapport à la publicité pour dire nous on est objectif parce qu'on ne dépend pas des majors. Donc le fait d'être indépendant va être mis en avant dans les fanzines. Le fait de détachement par rapport à l'économique, ça va être la notion de prix libre, pour acheter le fanzine, ou bavardage, c'est prix libre, c'est paye ce que tu veux, ce que tu peux. Et puis ça va permettre aussi une certaine liberté éditoriale en traitant des sujets totalement iconoclastes, qui ne sont pas du tout vendeurs a priori. Donc là on sort du domaine musical, mais vous voyez ce fanzine s'appelle Found, qui est un fanzine américain, qui regroupe simplement des petits papiers qu'on va trouver dans la rue. Alors des listes de courses, des petits mots sur ses voisins, etc. Et publier juste une compilation de ces petits mots qui étaient trouvés. Autre fanzine sur les catcheurs morts, donc c'est très spécialisé. Boredom Image, Murder Can Be Fun, donc là c'était un fanzine sur les serial killers, les meurtres en tout genre, donc là aussi c'est pas très commercial comme démarche, mais le fanzine ne s'occupe pas de ces préoccupations-là. Alors, pour l'anecdote, c'est que ce Murder Can Be Fun, il était édité par quelqu'un qui s'appelait Johnny Marr, mais rien à voir avec le guitariste des Smiths. Cette dépendance par rapport à l'économique, elle est souvent dénoncée d'ailleurs dans les fanzines qui font de la publicité, parce qu'on se dit tiens, les fanzines, la différence c'est qu'il n'y a pas de pub. C'est pas vrai, certains fonctionnent sur un modèle d'encart publicitaire, pour notamment être gratuit. C'était le cas d'un fanzine nantais qui s'appelait Fétustriel,
et qui, dans son numéro 12, puis dans son numéro 13, qui fut le dernier, dénonçait la dépendance ou l'interdépendance entre les annonceurs et la publicité et les critiques qu'ils pouvaient publier. C'est-à-dire que quand Fetustriel publiait une critique d'un disque où il disait « bon, celui-là, il n'est pas terrible », le label disait bah, « t'es un peu gonflé, tu casses le disque alors qu'on te fait des encarts publicitaires ». Donc il y avait cette relation qui était un petit peu tendue entre les fanzineux et les labels, et donc ils ont décidé d'arrêter la formule gratuite et de passer à une formule payante, c'est-à-dire à devenir dépendant des lecteurs et non plus des annonceurs. Donc ça va devenir Fetus, numéro 1, octobre 98, il n'y aura pas de numéro 2. Pourquoi? Parce que quand on passe sur un fanzine payant, bah, tout d'un coup il y a du dépôt-vente. Donc il faut les retours sur dépôt-vente, etc. C'est toujours compliqué. Ils retenteront en 2001 une expérience qui s'appelle Shine, Fetus Riel, Fetus, Shine, suivant les idées, mais c'est pareil, il n'y aura qu'un seul numéro et payant, et ça n'ira pas plus loin. Alors, on se rend compte que ce rapport à la publicité, aux médias commerciaux, il est toujours, notamment dans le mouvement punk, c'est toujours quelque chose qui est discuté. Et on voit dans Vendetta, au début des années 2000, ce moment où le groupe qui éditait la revue Rock Sound avait commencé à publier des hors-séries sur le punk, et puis un magazine consacré au punk, Punk Rock. Eh bien, on avait un gros débat dans les fanzines. On disait, vous voyez, à l'heure où la scène se passionne pour un certain magazine couleur, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les zines. Il y en a tout un tas de qualités faites par des passionnés qui respectent les groupes et activistes en faisant des interviews véritables et des chroniques sincères. Nous pensons que l'esprit non-profit est la seule véritable garantie que cela continuera quand les intérêts commerciaux auront disparu. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc en gros, vous êtes la presse commerciale, vous êtes une presse vendue. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les fanzines. Alors là, je dirais que la cible est quand même un peu mal choisie, parce qu'on sait que le directeur de publication, rédacteur en chef de Punk Rock, Frank Frejnik, était un ancien fanzineur qui a fait ses armes dans le fanzine Violence, qui était un des fanzines importants de la scène et qui a promu beaucoup de groupes importants. Et lui-même déclarait il n'y a pas si longtemps que ça, sur son expérience punk rock, eh bien, il disait « J'ai tenté de combiner les impératifs commerciaux, mettre en couverture des têtes d'affiche, et d'ouvrir le mag à des sujets, groupes, tendances plus underground. En gros, tant que je mettais un groupe connu en couverture, je pouvais mettre plus ou moins ce que je voulais dans le magazine. » Ce qui est finalement ce positionnement qui est toujours un petit peu dénoncé par rapport à la presse commerciale ou au commerce ou à l'économie tout simplement des fanzines punk. Eivol le symbolisait, le résumait ainsi, saint no profit, priez pour nous, c'est-à-dire dès qu'un fanzine finalement est vendu un petit peu trop cher pour certains, c'est qu'il est dans une logique de profit, et donc c'est quelque chose qui est totalement discréditant. Enfin, dernière différence, c'est le fait qu'a priori la presse dominante diffuse de l'information neutre, une objectivité liée à la déontologie journalistique, alors qu'au contraire, dans la presse alternative, il y a cette idée qu'on défend des idées, on défend des groupes, on est là pour faire de la propagande, et c'est totalement assumé. Donc, si on les sépare, magazine, vous voyez, c'est un média qui s'adresse d'abord aux autres, alors que le fanzine, c'est souvent un média qui avant tout produit pour satisfaire ses créateurs à travers la promotion du groupe, du groupe ou du style musical qu'on va aimer. Alors, ce fanzine musical, il est héritier d'une histoire un peu plus ancienne. Il naît en fait, le fanzine, dans l'Amérique des années 30, notamment dans le domaine de la science-fiction. Le terme fanzine, qui est la contraction de Fanatic Magazine, il est apparu en 1940. Comment ça va naître? Eh bien, tout simplement à travers la première publication dédiée à la science-fiction, qui est un magazine présent en kiosque, qui s'appelle Amazing Stories, qui sort en 1926, et qui va introduire une innovation. C'est un courrier des lecteurs. Alors ça, c'est pas une innovation, mais un courrier des lecteurs avec les contacts, avec les adresses des lecteurs. C'est-à-dire que ce magazine publie, vous voyez, des nouvelles de H.G. Wells, Jules Verne, Edgar Allan Poe, donc des choses assez anciennes, il n'y a rien de neuf, mais il laisse ses lecteurs disserter, répondre sur ces nouvelles, et il met l'adresse. Et là, à partir de là, eh bien, ces lecteurs passionnés de science-fiction vont se dire « Ah bah tiens, à Chicago, il y a un autre passionné de science-fiction qui habite pas très loin de chez moi. » Ils vont commencer à s'écrire en direct, communiquer les uns avec les autres, sans passer
par un organe de centralisation, tel que ça pouvait déjà exister. Et ces clubs de correspondance qui vont se créer vont éditer leur propre bulletin. Et le tout premier, c'est The Comet, qui est sorti en mai 1930, vous voyez, le Science Correspondence Club à Chicago. Eh bien, ça, c'est vraiment le premier magazine écrit par des fans, même s'il n'y a que 8 pages, renéotypées. Mais c'est vraiment une transformation de la production culturelle. Et un seul exemple pour le démontrer, c'est que dans un autre fanzine qui s'appelle Science Fiction, créé en 1932 par Jérôme Siegel, eh bien, va apparaître dans le numéro 3 une histoire, le règne de Superman, un vilain qui veut asservir le monde. Donc là, on est en 1933, ils vont développer ce personnage, ils vont essayer de le vendre à des majors, on va dire, de l'édition. Ils vont pas réussir avant 1938, où Action Comics lance une nouvelle revue. Et ils vont dire, bah, nous, Superman, ça nous intéresse, par contre, ça va pas être un vilain qui va servir le monde, ça va être un super-héros qui va sauver la planète. Ils ont dit ok, ils ont signé, $130, ils ont donné tous les droits. Ils sont un peu mordus les doigts. Un peu plus tard, en 1946, ils vont sortir Superboy. C'est une déclinaison où là, ils vont gagner un petit peu plus d'argent. Mais ce n'est qu'en 1978 qu'on va reconnaître que le contrat à $130, c'était un peu limite, et que les deux créateurs vont avoir une rente de $35 000, mais quand même 40 ans après. 35 000 $ après. Bon, néanmoins, c'est un petit peu un électrochoc, puisque tout d'un coup, on se rend compte que des amateurs peuvent créer des histoires, ils peuvent créer des personnages, des choses qui, normalement, étaient réservées à des professionnels. Et donc, à partir de là, dans les industries culturelles, en général, on va regarder le travail des fans comme un possible coproducteur culturel. On passe à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, apparaît un nouveau style musical, le rock'n'roll, avec des fans de rock'n'roll qui vont se mettre à écrire aussi sur ces nouveaux artistes qui sont en train de révolutionner la musique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des créateurs des premiers fanzines de rock'n'roll sont des gens qui faisaient avant des fanzines de science-fiction. Ils étaient amateurs de science-fiction, ils connaissaient les fanzines, ils en éditaient, tout d'un coup ils se mettent à écouter de nouvelles musiques, la presse n'en parle pas, ils créent leur propre magazine. Donc là on a le journalisme de fans, symbolisé dans ces différents journaux de fan club, ou plus récemment, vous voyez la Philatélie, un jeu de mots autour un fanzine autour de Phil Spector, Anomaly autour de The Cure, Southside c'est Marseille, c'est autour de Bruce Springsteen, et puis Gasper Lenspil là sur les Sisters of Mercy. Avec ce journalisme de fans, on crée de nouveaux journaux, on crée de nouvelles structures d'édition, de diffusion. Tout ça, c'est amateur, c'est non professionnel. On crée des réseaux d'échange qui sont également totalement informels, qui ne sont pas forcément déclarés. Et surtout, c'est pas centralisé. Alors moi, je m'étais amusé il y a quelques temps à regarder les réseaux qui se créaient au sein des fanzines, en regardant les échanges qu'ils avaient avec d'autres fanzines. Donc vous voyez là, Plus Dangereux, simplement entre le numéro 5 et 26 où il y a des chroniques de fanzines, on se rend compte qu'en 3-4 ans, on a des liens un petit peu partout en France. Arg, qui est un autre fanzine de Poitiers, en 2 ans, on voit que les liens d'échange se diffusent un petit peu partout, sans avoir de structure forcément officielle, c'est vraiment créé par les fanzineux. Et puis, c'est la nouveauté, c'est souvent ça, c'est la communication directe entre auteur et lecteur, avec des rôles interchangeables, c'est-à-dire le lecteur peut tout d'un coup se mettre à écrire dans un fanzine, il n'y a pas de barrière, au contraire, il y a même une incitation à participer au fanzine. Donc le fanzine, c'est pas simplement le support, le vecteur médiatique d'un message, c'est aussi une forme d'organisation, de production culturelle participative. Alors, en même temps, on va voir que le fanzine il est souvent considéré comme un média alternatif assez banal et un vecteur médiatique insignifiant dans sa capacité, a priori, selon les théories des médias, à véhiculer de l'information. Pourtant, il a conscience lui-même, quand on regarde là, les sous-titres de Cricri, ce fanzine de Saint-Mexan sans l'école, c'est expression, communication, diffusion, information. Donc il y a une conscience quand même d'être un média qui diffuse de l'information. Mais quand on l'analyse du point de vue, on va dire, de la théorie des médias, quand on regarde ses caractéristiques, il est totalement banal et insignifiant parce qu'il a 3 handicaps majeurs.
c'est qu'il est déprofessionnalisé. Il n'y a pas d'organisation professionnelle, contrairement aux magazines de presse disponibles en kiosque. Il y a une absence de capitaux et il y a généralement un très faible, voire l'inexistence d'un réseau de distribution. Il est désinstitutionnalisé. Alors, dans le détail, on se rend compte que dans un fanzine, vous avez toujours un mélange des tâches rédactionnelles, éditoriales, de fabrication, de distribution. Autrement dit, ce qui, dans la presse commerciale, est bien sectorisé, chaque individu sait ce qu'il doit faire. Dans un fanzine, souvent, vous faites les reportages, vous écrivez, vous faites la mise en page, vous imprimez et vous distribuez, évidemment. Donc c'est beaucoup de temps consommé par des gens qui n'ont pas forcément l'expérience. Ensuite, vous n'avez pas de gestion stricte. Vous avez rarement, surtout quand vous commencez à faire un fanzine, vous n'avez pas de... Dites pas, la deadline c'est le 15, et après, hein, si vous n'avez pas rendu ton article, il ne sera pas dedans. Non, faites des articles, puis quand vous avez un paquet suffisamment épais, vous dites, bon, c'est bon, on va à la photocopieuse. Et puis on le sort. Et puis, il n'y a pas d'école hein, de journalisme, notamment musical. C'est des gens ordinaires et passionnés qui se mettent à écrire sur la musique. Ensuite, il est décapitalisé, c'est-à-dire que souvent le fanzine il peut démarrer sans capital économique ou avec très peu d'argent, puisqu'il va reposer sur le bénévolat, l'engagement militant, le détournement, je vais y revenir, et sera pour conséquence souvent un faible tirage. Donc on revient à cette idée d'un vecteur médiatique insignifiant. Quand vous avez un fanzine qui est tiré à 10 exemplaires ou 20 exemplaires, sa capacité à diffuser de l'information, a priori, elle est assez réduite. Et la conséquence aussi, c'est que souvent, c'est un média éphémère. Et désinstitutionnalisé, eh bien, c'est le réseau de diffusion, qui est souvent très faible au départ, qui peut se construire sur le temps. Bon, on peut prendre l'exemple de Abus dangereux, hein, j'en parlerai tout à l'heure, hein, qui est un fanzine qui existe depuis 1986, qui sort quasiment tous les 2 mois, et qui est diffusé en direct par son propre réseau, un peu partout en France. Donc tout ceci, ce sont quand même néanmoins ce qu'on appelle des marqueurs alternatifs, hein, qui permettent de distinguer la presse alternative de la presse commerciale. Donc ce qui caractérise, finalement, pour résumer ce média banal, c'est d'une part que c'est souvent un magazine auto-édité, qu'il est souvent basé sur l'absence de profit, c'est pas le moteur premier, c'est pas gagner de l'argent, c'est surtout se faire plaisir. Et puis aussi, ce qui le distingue, c'est une relation entre le fan et la star, entre guillemets, hein, le groupe est particulière. Donc ce qui fait que on a souvent des magazines ou des fanzines hein, qui vont être monothématiques. Hein. Il y a ce côté un petit peu groupie, je vous ai montré tout à l'heure Anomaly autour de The Cure, hein, là sur les Sisters of Mercy, là sur les Smiths. Ces fanzines de fans existent toujours aujourd'hui. Hein, vous avez là le Keynezine, un fanzine australien qui est donc pour promouvoir Kanye West, on a sûrement besoin, un fanzine qui ira 250 exemplaires. Ou I Wear Heels Now ou Mess of a Dreamer sur Taylor Swift. Donc là aussi, hein, 2015, c'est des fanzines assez récents. Moi j'avais contacté la personne, Erin Fay, qui fait Mess of a Dreamer, qui était ce fanzine. Je l'avais contacté par mail. Alors, en fait, c'était une adolescente, elle avait 14 ans. Et je lui avais demandé pourquoi elle faisait un fanzine finalement sur Taylor Swift. Et puis elle m'a dit, en fait ce qui m'a motivé, c'est que j'en avais marre de lire dans la presse que des potins sur Taylor Swift, sur sa coupe de cheveux, sur ses copains, etc. Alors que c'est une artiste qui fait des chansons qui me parlent, qui m'ont aidé, etc. Et elle avait envie de transmettre sa lecture, sa réception de la musique de Taylor Swift à travers son propre fanzine. Et donc ça, c'est ce qui l'a motivé. Donc, vous voyez, par exemple, I Wear Heels Now, donc ça, c'est les fans de Taylor Swift comprennent, c'est qu'à un moment donné, je me suis renseigné, donc je porte des talons aiguilles maintenant, c'est qu'à une époque, elle avait un copain qui était plus petit qu'elle, donc elle n'avait pas le droit de porter des talons aiguilles, puis elle l'a plaqué, après elle avait le droit de mettre des talons aiguilles, donc ça a été le titre du fanzine. Vous voyez, souvent, c'est très anecdotique. Et puis aussi, hein, plus récemment, un numéro spécial fête de Mushroom Dimanche, pour ça, c'est pour ceux qui étaient là il y a 1 an, la sortie de Mushroom, hein, de ex-Magic. Ce côté groupie, on va le trouver dans les pages du fanzine, ce qui était impensable dans un magazine de presse. Alors c'est par exemple, vous voyez ici Alliage, un des premiers fanzines métal, hard rock, on va dire à l'époque, qui était édité dans l'Allier, où les 2 principaux rédacteurs, Gio et Jean-Yves, ont rencontré la chanteuse de Vixen, donc ils ont mis la photo pour bien prouver, puis ils le disent, on l'a rencontrée, regardez la photo, vous avez les dédicaces,
Hein, vous avez aussi Scorpion, et puis on a même récupéré une baguette du batteur. Bon, désolé, on ne peut pas la mettre dans le fanzine, mais c'est vrai, on l'a récupéré. Ou là, le fanzine The Gossip, donc ça, moi, c'est un des fanzines que je faisais à Nantes. On l'avait appelé The Gossip, en référence à la chanson Idol Gossip des Toy Dolls. Le jour où on a rencontré évidemment Olga des Toy Dolls, on lui a demandé de nous faire un dessin et on l'a mis dans le fanzine pour bien prouver qu'on l'avait rencontré. Donc ça, vous voyez, c'est ce genre de contenu très particulier des fanzines qui rappelle le côté fan de quelqu'un. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert finalement de faire un fanzine, un média banal qui a priori n'est pas terrible pour véhiculer de l'information? Si on remonte quasiment aux origines du fanzine punk, à Sniffing Glue, il nous dit, ce numéro, ça c'est le premier, ce numéro, avant tout un bulletin de fans des Ramones, mais nous espérons pouvoir aussi vous faire découvrir d'autres pièces de choix. Et puis c'est aussi une réponse au fait que les hebdos, le Melody Maker, NME, sont tellement loin des jeunes qu'ils ne peuvent rien dire d'intéressant pour un fan de punk rock. Donc ça, voilà, ça fait partie des motivations. On n'est pas des sauvages, nous disent pourquoi, comme pour beaucoup, ça a commencé pour nous avec le punk, on n'est pas des sauvages, et du besoin de parler pour dire ce que la presse nationale, soi-disant branchée, ne disait pas ou disait mal. Alors qu'est-ce que disait la presse branchée? Beaucoup de choses qui provoquaient la frustration pour les amateurs de punk. Comment pourrait-on croire à cette nouvelle scène new-yorkaise dont on nous rabat les oreilles à grands cris prétentieux dans les fanzines? Ramones, c'est le degré zéro du rock, type punk. Mais je veux bien être pendu. Qui a une corde? Je veux bien être pendu si en fait les Ramones ne sont pas le groupe le plus propre et le moins dangereux du monde. Vous avez peut-être reconnu, je ne vais pas le nommer, mais c'est assez célèbre. Donc vous voyez, là on est en août 76. Voilà comment la presse, Tenfolk, Best, critique ou présente l'émergence de ces nouveaux groupes de punk. Donc il y a beaucoup de frustration chez les fanzineurs. C'est souvent le moteur de la création d'un fanzine. Alors, du coup, c'est vrai qu'il est banal, mais il est génial, ce que je défends, parce qu'en fait, il va réussir à surmonter tous ces handicaps. Tout d'abord, comment il va réussir à se débarrasser de cette absence ou faiblesse du capital économique, qui est là pour finalement, a priori dans la presse dominante, payer les gens, payer l'impression, etc. Va reposer sur une économie de la précarité, économie solidaire. Vous voyez, Abus dangereux, ça c'est une pub qu'il y a actuellement. Eh bien, la presse papier a besoin de vous, le numérique c'est pratique, mais il va tout tuer. De plus, ce fanzine est réalisé 100% bénévole. Le fanzine a quand même inventé une chose que le capitalisme n'a jamais réussi, c'est le travail bénévole, gratuit, et les gens sont contents de travailler gratuitement pour publier dans le fanzine. Donc ça, c'est quand même à mettre au crédit du fanzine. La conséquence, vous voyez, regarde ce fanzine de métal norvégien, de métal extrême, il a tellement peu de moyens qu'en fait, il imprime 10 copies à la fois. Puis quand il en a vendu 10, il réimprime 10. Imaginez le temps, pour ceux qui ont passé du temps à les photocopieuses, ils savent que l'énergie, la débauche d'énergie, pour imprimer 10 par 10. Ou là, pour faire l'existence, vous voyez, c'est 100% DIY punk rock, et c'est créé par la force de travail bénévole. Alors c'est aussi une économie du détournement. Donc là, je plaide coupable puisqu'il y a prescription. Donc sur comment on éditait, on allait imprimer certains numéros de notre fanzine, là, au fin des années 80, eh bien, on s'était rendu compte, bon, déjà, il y avait des pairs du monde du fanzine qui avaient des entreprises, il y avait des photocopieurs, donc le samedi, on avait les clés, on allait faire des photocopies, et puis on s'était rendu compte qu'à la mairie de Nantes, entre midi et 2, il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne. On s'est rendu compte parce qu'un jour, donc c'était à l'époque de Jean-Marc Ayrault, l'adjoint à la culture, c'était Jean-Louis Jossic, membre de Trial. Il nous avait donné rendez-vous, et puis en fait, il n'était pas là. Bon, on avait attendu, et puis on s'était rendu compte qu'il n'y avait vraiment personne. Donc on s'est dit, tiens, on reviendra quand même. Et puis donc on revenait, de temps en temps, on mettait une page dans la photocopieuse, on appuyait sur 50, on partait, et 10 minutes plus tard, on revenait récupérer les copies. Et donc là, on a remercié la mairie de Nantes, un sponsor non officiel. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut plus le faire, il y a des codes partout. C'est malheureux. Ah mince, c'est enregistré, j'ai oublié. Donc, et ça, il y a plein d'exemples. Vous parlez des gens qui disent, j'ai commencé, Stéphane Delevac de Rat Party, il a commencé son fanzine parce qu'il a fait un stage dans un cabinet d'architecture, et tout d'un coup, il a eu accès à un photocopieur. Il s'est dit, c'est bon, j'ai trouvé un moyen d'imprimer gratuitement. Là, vous voyez, c'est au Canada, 100 exemplaires imprimés entre midi et 2 sur du papier volé au gouvernement fédéral. Très mobilier, très important pour le fanzine. Alors, comment ce média banal a-t-il pu devenir un élément moteur de l'expansion du punk? Tout d'abord parce qu'il s'est appuyé sur le do-it-yourself.
le do-it-yourself, qui est vraiment un des critères d'authenticité du mouvement punk, un élément de légitimation, et qui, si on suit Joe Strummer, même moche, tu as ta chance. On va faire des fanzines moches, et on va montrer qu'on peut faire des choses qui nous correspondent. Alors le do-it-yourself, c'est pas... Alors littéralement, c'est bricolage. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant parfois quand vous allez en Grande-Bretagne dans les librairies, vous voyez de loin DIY, tout un étagère, vous dites waouh, c'est sympa. Puis en fait, c'est plutôt des manuels de bricolage. Donc ça, c'est le sens strict de do-it-yourself. Donc ça a été une culture de la débrouille qui a été présente très longtemps dans les populations rurales, périurbaines, après la Seconde Guerre mondiale. Le rationnement en Angleterre, c'est jusqu'au milieu des années 50. C'est les magasins de bricolage équivalent de Leroy Merlin. C'est finalement cette notion de do-it-yourself. Elle arrive aussi en France d'une autre manière aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est que cette animation. Vous voyez, DIY pour votre chat, DIY Déco Express, vous voyez dans les librairies maintenant. Bon, c'est pas ce DIY-là dont je vais vous parler. C'est plutôt le do-it-yourself culturel, philosophique, qui est apparu dans les années 60-70 dans les mouvements contre-culturels. Alors on présente souvent Jerry Rubin comme l'un des fondateurs à travers son ouvrage Do It Scenarios of the Revolution. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'était très présent dans l'air du temps, et notamment en France et dans la presse française. Ça, c'est quand même une des particularités. Vous voyez tout, qui était édité en 1970. Le premier directeur de publication, c'est Jean-Paul Sartre. Ne dites pas, il faut un journal, faites-le. Côté incitatif. Et puis, première version d'Actuel, vous n'aimez pas les journaux qu'on vous donne, fabriquez-les vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans cette incitation. Actuelle, à cette époque-là, avec des bureaux qui étaient ouverts aux lecteurs. Venez prendre un café, et puis on va discuter, etc. Donc, ce qu'on va retrouver un peu plus tard dans les fanzines. Alors, par contre, cette notion d'autodétermination, elle va vraiment se cristalliser dans le mouvement punk, à travers la musique. Tu sais pas jouer, c'est pas grave, monte sur scène, t'apprendras et tu peux quand même faire un groupe. À travers le fanzine, à travers la pratique quotidienne de ces activités, monter des tournées pour des groupes, créer des labels, distribuer des disques, tout ça, ça s'improvise, ça se fait soi-même. Donc, si la traduction do it yourself, c'est peut-être fais-le toi-même, dans l'esprit punk, dans le message du punk, c'est pas débrouille-toi, c'est plutôt tout le monde peut le faire. Et ce qu'on va trouver notamment avec cette deuxième page du fanzine Sideburns, qui est assez célèbre, sur comment former un groupe. Voici un accord, vous avez le dessin d'un manche de guitare avec des frettes et des croix où vous mettez les doigts, voici un accord, voici un autre, voici un troisième, maintenant monte un groupe. C'est pas plus difficile que ça. Et donc ça va être vraiment ça l'éthique punk, le côté fais-le. C'est une politique en acte, quand dire c'est faire, comme le dit Fabien Hein. Et de la même manière, là on va retrouver, vous voyez, dans ce fanzine suisse Futur Noir, le punk est partout sur cette foutue planète, du fait que c'est un mouvement simple d'accès et dont il est très facile de devenir acteur, il suffit de se sortir les doigts du cul pour cela. Compliqué. Alors, pourquoi le mouvement punk va-t-il faire exploser au plus grand jour le fanzine? On a des conjonctures à la fois philosophiques et technologiques qui vont lui être favorables. Alors, du point de vue philosophique, on va se rendre compte qu'on a un retour de mouvements assez anciens, de mouvements artistiques assez anciens, début des années 1910-1920, qui partagent certaines idées avec le mouvement punk, ou plutôt le mouvement punk peut-être que se nourrit en partie de certaines idées de ces mouvements. Alors c'est Dada, avec le refus de l'art établi, le refus des conventions, le refus de l'apprentissage académique, finalement on va le retrouver chez les punks, à travers des techniques plastiques liées au détournement. Donc ça, c'est les punks aussi, vont beaucoup détourner l'image, là c'est une résistance au copyright finalement, à travers le collage. Également à travers les mouvements futuristes, autour de Marinetti, qui eux aimaient créer des événements, ce qu'on appellerait des happenings aujourd'hui, à travers qui mélangeaient musique, discours politique, provocation, bagarre avec le public, ce qu'on va pouvoir rencontrer parfois dans les premiers concerts punk. Cet amour de la vitesse, l'urgence de faire, l'énergie qui est déployée dans l'action, ça aussi, tout ça on va le retrouver dans l'esthétique et la musicalité punk. Alors, quelques exemples, sur le collage, deux graphistes importants, si je reprends les deux mouvements dont je parlais tout à l'heure, Jenny Red des Sex Pistols et G. Voucher pour le groupe anarcho-punk Crass.
Là, vous voyez les collages sur les pochettes, sur le fanzine édité par J-Voucher autour de Crash, International Anthem. Le détournement de photographique, le côté subversif aussi, c'est toujours International Anthem, le fanzine de Crash. Mais on se rend compte que finalement ce côté do-it-yourself culturel et qui promeut le détournement, le collage, vont vraiment promouvoir les punks, on le retrouve néanmoins 10-15 ans avant le mouvement punk. Alors d'abord en France avec le nouveau réalisme. Libérez-vous en créant vous-même vos œuvres d'art, c'est un peu pareil, now form a band, tout le monde peut être un artiste. Avec les machines à peindre automatiques de Tinguely, avec Raymond Jacques Villoguet dont je reparlerai tout à l'heure, avec aussi, on regarde Andy Warhol qui fait cette série en 1962, Do It Yourself, où finalement tout le monde peut être un peintre, il fait des toiles qui ne sont pas finies, il y a juste des numéros avec la couleur qui correspond, les coloriages pour enfants. C'est pas plus compliqué que ça de devenir un artiste, finissez la toile. On a aussi avec le mouvement Fluxus, là, une œuvre de Wolf Hostel, Do It Yourself décollage, qui était présentée à New York, où en fait, vous aviez un mur de couverture du magazine Life, qui vient de Paris Match, et les spectateurs, les gens qui venaient voir cette œuvre, on leur remettait une fiole pleine de solvant à l'entrée, et l'idée c'était de balancer le solvant et de déchirer, de décoller les couvertures. Donc les gens, philosophie Fluxus, les spectateurs participaient eux aussi à la création de l'œuvre. Donc, dès les années 60, vous voyez, on a ce frémissement, ce changement, et puis on se rend compte aussi d'un retour, là, plus marqué, de la philosophie Dada, notamment à travers le make art, qui va bien se développer sur la côte ouest américaine, à San Francisco, où le make art devient une possibilité alternative de communication directe avec une touche personnelle. C'est finalement la même chose que les fanzines. Donc, on se rend compte que dans cette Bay Area Dada, ce mouvement-là qui va durer entre 70 et 84, dès 71, on a des dadazines, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont publiés. Et voici le type d'esthétique qu'on va trouver dans ces dadazines. On peut comparer avec les fanzines punk de la même région, Search and Destroy, quelques années plus tard. Vous voyez là, finalement, la similitude entre les deux. Le détournement, détournement de photographie, dans West Bay Dadaïste, vous voyez, et puis le lien avec les scènes musicales, on voit Hoover et Nixon tout là-haut. La référence à un art punk, bon, le terme n'était pas, au début des années 70, ça n'avait pas encore forcément la signification qu'il avait un peu plus tard, mais vous voyez que dans ces fanzines, dans ces dadazines, on évoque le terme de punk, et puis on a notamment le numéro 2 de juin 73 de West Bay Dadaïste, où à l'intérieur, on a en gros ce slogan, Do It Yourself, et où vont participer deux acteurs importants, Monte Casazza et Genesis Porridge de Trolling Bristol puis Psychic TV, qui sont des gens qui collaborent à ce numéro en 1973. Alors Monte Casazza, la particularité, c'est que lui, il éditait déjà des fanzines faits avec une esthétique, on va dire, qui ressemble aux fanzines punk qui apparaissent en 76. C'est le premier artiste à être non-membre de Trolling Bristol qui sera signé sur Industrial Records. Et puis le lien entre Genesis Porridge et Mark Perry, dont je vais vous parler juste après, qui est considéré comme le père du fanzine punk. Pour certaines raisons, on peut dire que c'est vrai, même si lui-même il reconnaît qu'il avait d'autres inspirations. Eh bien lui, il collaborait, il côtoyait Genesis Porridge depuis un petit moment, puisque quand il faisait notamment, il a fait ses premières répétitions pour ce groupe Alternative TV, ça a été dans les studios d'Industrial Records, et c'était Genesis qui était à la batterie au tout début. Donc c'est des gens qui se connaissaient. Maintenant, est-ce que Mark Perry a vu, par exemple, les fanzines West Bay Dadaïste, Nitrous Oxide, des choses comme ça, je ne sais pas. Alors, milieu des années 70, 76, on a vraiment l'explosion médiatique du mouvement punk, et cette explosion, elle va être suivie, elle va être chroniquée mois après mois à Londres par un fanzine qui s'appelle donc Sniffing Glue, en référence à la chanson des Ramones, et qui, pour le premier numéro entièrement fait au crayon, à la main, vous voyez, avec juste un marqueur sur du papier blanc, va être photocopié à 50 exemplaires et qui va connaître un tel succès que 12 numéros plus tard, un an plus tard, il imprime entre 8 et 10 000 exemplaires, et là il décide de se saborder et de se consacrer essentiellement à son groupe Alternative TV. Alors ce qui est marrant, c'est que
sur quelque chose qui était très décrié au départ. Aujourd'hui, les maquettes de Sniffing Glue sont au MoMA de New York, hein, sont conservées comme un patrimoine, c'est même un flyer en fait, c'est même pas des maquettes du fanzine, c'est une maquette sur un flyer du propre fanzine, qui va être repris plus tard dans d'autres fanzines. Vous voyez, Murder by Fanzine, eh bien, la tête est remplacée par ce flyer. Donc il y a un recyclage permanent, référence permanente à ce fanzine séminal Sniffing Glue. Alors Sniffing Glue, eh bien, pourquoi, même si objectivement c'est pas le premier fanzine punk, il a eu un rôle finalement d'étincelle qui a vraiment fait exploser et disséminer le fanzine à punk un peu partout en Angleterre et après dans le monde, tout simplement parce qu'il avait cette incitation à l'action permanente dans chaque numéro. Il était prescripteur, il disait aux gens, ne vous contentez pas de nous lire, écrivez vos propres chroniques, allez-y, allez-y, inondons le marché des cris punk. Et puis, ils font référence à d'autres fanzines, à Rip and Torn, hein, voilà, tout est dit, ah oui, si j'y pense, si ces deux enculés écossais sont capables de le faire, pourquoi pas nous? Maintenant, tout le monde commence un fanzine, ils montent le marché, détruisons les Macs commerciaux. Donc voilà, il y avait en permanence, à chaque numéro, il fallait, il incitait à créer des fanzines. Et c'est ce qui va se passer. Hein, on se rend compte qu'à Glasgow, novembre 76, donc on est 3 mois plus tard, eh bien, on a Rip and Torn qui apparaît et qui dit, hein, avec toujours cet humour second degré des punks, Sniffing Glue, on n'en a jamais entendu parler. Hein, c'est une manière de faire un petit clin d'œil en bas de page. Et il y a une imitation du modèle graphique, et puis voilà, ça part un peu partout après dans l'Angleterre. Hein, je vous fais défiler là de cette esthétique que vous voyez, collé, découpé, collé, écrit à la main. Et puis là, vous avez sur la gauche, Bondage. Là, c'est un fanzine qui sortira qu'un seul numéro. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu le jeune garçon, je crois qu'il a 16 ans à l'époque. Bon, il ne sourit pas, pendant l'excédent, on l'aurait reconnu. C'est Sean McGowan des Pogs, qui, avant de monter son premier groupe de punk, Nipple Erectors, fera un fanzine, Bondage. Et voilà ce qu'il dit, tout ce truc a été fait avec l'aide d'une boîte d'épingle à nourrice, toutes les photos ont été piquées dans d'autres mags. Désolé, c'est écrit à la main, mais j'ai pas de machine à écrire. D'abord, toute personne qui a une machine à écrire est une fille. Je n'aime pas les fanzines, en plus ils sont chiants et non constructifs, mais c'est mieux que de lire The Sun. Donc voilà, c'est nul, mais enfin voilà, au moins ça nous occupe. Et donc ensuite, il va monter un groupe. Et cette esthétique, on va la retrouver après ailleurs. Hein. Search and Destroy, je l'ai montré tout à l'heure, au Canada. Au Portugal, au Japon, là à Nantes, Gratte-toi le cul, tu auras des verrues, qui était un fanzine très important à Nantes. Et parfois on a la référence, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que parfois on va retrouver un lien, on va parler de Sniffing Glue, voilà, donc c'est malgré tout connu, ça a circulé. Et cette esthétique, elle se poursuit, elle ne s'est pas arrêtée. Vous voyez, Rotten Eggs, alors Brest, Rotten Eggs Smell Terrible, là vous avez des numéros un peu plus anciens, numéro 8, ça c'est le numéro 34, vous voyez, 2017, vous voyez, l'esthétique de collage, donc c'est toujours publié, on continue à voir, là il y en a d'autres, je peux faire passer, Karl Marx a inventé le football et le rocksteady, vous voyez, on retrouve toujours cette esthétique particulière. Donc le do-it-yourself, c'est un ingrédient de base du fanzine punk. Ça va être un élément de légitimation au sein du mouvement, et c'est aussi un critère d'authenticité. DIYing is not a crime, fanzine d'Avignon. Ou encore, ça va être le DIY, ça va être mis en couverture, 100% DIY hardcore fanzine, High Powered, qui est un fanzine de Limoges. Bon, je passe vite, Démostase, pareil, on parle du DIY, l'importance du DIY. Hardside Report, le fanzine de David Mansilla, qui fondera après le Overcome Records, distributeur. Il me dit bougez-vous le cul, car plus il y aura des gens à se bouger positivement, plus il y aura de groupes et de concerts et des fanzines, créez vos zines, vos labels. Vous voyez cette incitation à l'action qu'on avait déjà avec Sniffing Glue au milieu des années 70 et qui se perpétue de génération en génération dans les fanzines. Alors comment surmonter cette banalité? Premièrement, c'est le critère d'authenticité du do-it-yourself. Le deuxième, c'est qu'en fait le fanzine est un média qui est très codé. C'est-à-dire que malgré tous ces handicaps, il va être capable de toucher son lectorat cible. Parce que les gens qui sont intéressés par le punk, par le hardcore, par le gothique, vont reconnaître de loin
un fanzine qui parle de ces mouvements-là, très précisément. Donc il y a cette capacité finalement à cibler son lectorat à travers deux choses. Le choix du titre, tout d'abord, un titre explicite, et à travers l'esthétique. Alors choix du titre, bon, par exemple pour le punk, on va toujours avoir une référence, les champs sémantiques, c'est la subversion, la provocation, le bas de gamme, la rage, la colère, la révolution, le passage à l'action. Hein, donc je ne sais pas si vous arrivez tous à lire, je vais en lire très rapidement. Donc déjà évoqué le mot punk, hein, punk globe, softkick punk, etc. Côté provocation, gratte-toi la cultura des verrues, PQ, Worst, l'anti-best, le manifeste du chromosome rebelle, Dynamite, on a faim. Alors après c'est un peu plus vomi de porc, en cœur de mouche, où c'est un peu plus subtil, hein, on fait référence à des chansons, Acid, alors Acid Vicious, Sniffing Glue, Gabba Gabba Fuck, Gabba Gabba Hey, I Wanna Be Your Dog. Voilà, donc là c'est des références, ce sont des codes. Les gens vont comprendre, I Wanna Be Your Dog, ok, ça doit parler des Stooges. Et donc les gens vont s'y intéresser, voire l'acheter. Bon voilà, vous voyez les titres. Et puis un petit peu l'esthétique. Alors si on change, si on part dans d'autres mouvements, vous voyez là, Oi, eh bien on va avoir Hey You, hein, qui, quand c'est contracté, nous donne Oi. Aïe est fier, Our Pride, Rude Boy, Just Do Oi, plus Oi la vie, beaucoup ce titre, ou référence à des chansons, Caméra Silence, etc. Vous voyez les sous-titres, hein, Rude Boy est un fanzine d'expression musicale et d'influence footballistique, un organe politique. Skin Tonic, hein, Noble of Just Oi. Donc là encore, à travers ne serait-ce que le titre, bah, on cible forcément ses lecteurs. Le gothique, alors le gothique c'est pareil, hein, vous avez toute une terminologie très explicite, alors le mot goth apparaît, tout ce qui se réfère à la noirceur, hein, obscur, dark light, dark zone, des titres en latin, Ora pro nobis, Mea culpa, Finisterae, Lacrima Christi, le siècle pleure au-dessus de la crypte. A priori c'est pas de l'hip-hop. Hein. Donc à travers un titre déjà, vous ciblez votre lectorat. On peut continuer avec tous les courants musicaux, le métal. Bon voilà, le métal va être explicite dans le titre, hein, Radel Metal, Metal Intégral, Metal Sphere, Metal Rules. Métal extrême, alors Bestial Experience, Brutalica, Nihilistic Holocaust, les Litanies Infernales, Headache. Et puis, si on va petit à petit vers le grindcore, alors là on a un fanzine de Liverpool qui était publié par les membres de Carcass. Vous connaissez peut-être la couverture, hein, Jeff Walker qui a fait notamment la couverture de Scum de Napalm Death, donc premier fanzine avant et pendant le début du groupe aussi. Alors le grindcore, qui est un style très particulier, lui aussi va être particulièrement explicite, hein, léprosie, Putrid Dysentery, Vomit the Soul, donc je vous laisse apprécier, au-delà des titres, l'esthétique. Alors, Putrid Dysentery est particulièrement intéressant parce qu'il a une pagination qui est assez originale. C'est vrai que normalement la pagination c'est un service qu'on rend au lecteur, hein, tel interview, les pages 12, voilà, gagner du temps. Putrid Dysentery pagine ses pages avec des noms de maladies et pas classés par ordre alphabétique. Donc voilà, on est dans le code du code, hein, donc forcément un amateur de grindcore, il est aux anges, donc il va s'intéresser d'autant plus à ce magazine. Vous voyez, le do-it-yourself est toujours présent, hein. Grindcore As qui est, attendez où est-ce qu'il est, il est là, il est là, c'est DIY Blur Zine. Alors, fanzine Indus ou Electro Body Music, donc là, vous voyez, Horde Bruit Machine. Alors, une particularité, c'est souvent l'utilisation d'acronymes, hein, qu'on va avoir dans les groupes aussi, hein, SPK, KMFDM, des choses comme ça, on va les retrouver dans des fanzines. Et puis, deuxième facteur, c'est le facteur esthétique. Et là, pourquoi est-ce que finalement, c'est avec les punks que ça va se diffuser très largement, ce média DIY. Alors, au-delà de l'aspect philosophique, je pense qu'il y a l'aspect aussi technologique. C'est le fait que, à partir du début des années 70, on commence à voir apparaître des photocopieurs un petit peu partout. La photocopieuse se démocratise.
La photocopieuse a été inventée en 1938, donc c'est assez ancien, mais les premiers photocopieurs grand public, ils pesaient 800 kg. Donc à partir du début des années 70, on a des petits photocopieurs qui font plus que 80-90 kg, et on commence à en trouver un petit peu dans les administrations, dans les écoles. Et donc là, ça veut dire que des gens ont accès à un moyen de reproduction, via le détournement dont on a vu les possibilités tout à l'heure. La photocopie dans les années 70, c'est pas de la super belle photocopie comme aujourd'hui, c'est un truc un petit peu crasseux, ça sort souvent grisâtre, mais justement, ça va permettre un langage visuel qui est nouveau, qui est pas très beau, mais qui va être une certaine homologie du punk lui-même, de l'image qu'il veut renvoyer, de ce côté un petit peu choquant hein, par l'apparence. Comme disait Steve Jones, hein, on n'était pas seulement dans la musique, on était dans le chaos. Donc visuellement, le fanzine punk va être une homologie d'individus. Et pour reprendre l'expression d'Ian Mackey, c'était circling the wagon, c'était mettre les chariots hein, en cercle, une image assez américaine, hein, chariot en cercle, et donc l'apparence est une ligne de démarcation. Donc pour le fanzine, c'est pareil, il se démarque aussi parce que la photocopieuse renvoie une esthétique qui correspond au punk lui-même. Après, on va avoir, dans les sous-genres, eh bien on va avoir des petits artifices visuels qui vont permettre de dire est-ce qu'on est un fanzine rock alternatif ou au contraire plutôt anarcho-punk. Ça va être la présence du A cerclé, ça va être le logo de Crass, hein, ça va être des choses comme ça qui vont apparaître, ça va être l'usage de la typographie très particulière, notamment celle développée par Jay Watcher et Crass, hein, donc on retrouve là où vous l'avez en tour, cette typographie pochoir hein, qui était utilisée par l'armée, qu'on va retrouver là aussi hein, sur un grand nombre de fanzines, souvent anarcho-punk. Vous voyez, dans Chronique de fanzine, hein, on reprend cette typologie. Et puis d'ailleurs, quand il chronique un futur noir, chronique un autre fanzine, il dit que la mise en page m'a semblé mise un peu de côté, ça manque d'agressivité visuelle et d'accroche. Vous voulez faire de l'anarcho-punk, vous voulez parler d'anarcho-punk, il faut une mise en page qui accroche, et voilà à quoi ressemble Futur Noir. Là, il faut s'accrocher pour lire, effectivement. Il faut avoir de bons yeux. Alors parfois, les codes sont mal maîtrisés hein, par les médias mainstream. J'ai la typo de Jim Watcher, bon, c'est vrai que parfois ça choque, mais je pense pas que ce soit une émission anarcho-punk. Alors cette esthétique bricolée, finalement, souvent elle perdure hein, dans les fanzines. Voilà, Rip and Torn, hein, qui est fanzine de Glasgow, qui va être un fanzine écrit à la main, hein, en permanence, jusqu'au dernier numéro, le numéro 18, qui sera un numéro spécial dédié au collage et au dada. Hein, c'est amusant. Et dans lequel vont participer Mark Perry, c'est le clin d'œil avec Stephen Glue, et puis Genesis Porridge, hein, qui enverra un courrier également. Collage, mail art, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans certains fanzines français. On a faim, notamment. Hein, vous trouverez poème et mail art, pas pour faire joli, non, mais parce qu'il faut diversifier les formes d'expression. Ça, c'est le fanzine Panache de Mick Mercer, qui a commencé, il avait 19 ans en 1976 et qui va publier ce fanzine 55 numéros jusqu'en 1992. Et quand on voit cette esthétique-là, on peut la rapprocher, il me semble, à ce qui a pu être fait 50 ans plus tôt, hein, par, vous voyez, Picabia, Heartfield, et d'autres à travers le mouvement Dada. Je reviens sur On a faim, vous voyez les ressemblances, en tout cas, qu'on peut retrouver. Alors je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu rapidement du nouveau réalisme avec les machines à peindre de Tinguely. On a aussi Jacques Villeglé qui, à la fin des années 60, produit ses premiers alphabets sociopolitiques, où il a cette idée de détourner les symboles des régimes autoritaires et les mettre notamment dans la rue. Hein. Jacques Villeglé, c'est un affichiste. Quelqu'un qui décollait les affiches dans la rue avec Raymond Hins et qui les a rentrées dans le musée, hein, c'est le fameux lacérateur anonyme. Il a aussi développé les alphabets sociopolitiques. Bon, vous voyez, on va retrouver l'usage de la croix gammée qui correspond au L, hein, notamment, au X, la croix celtique, au D, le A cerclé. Et donc des choses qu'on va retrouver aussi dans
dans les fanzines punk, alors là après, est-ce qu'il y a un lien direct, est-ce que les gens l'ont vu, j'en ai pas les preuves actuellement. Dans les fanzines, dans le fond ici, vous avez Dédalus, et donc Jacques Villeglé avait, ça c'est un fanzine que j'animais sur Saint-Malo il y a quelques années, et Jacques Villeglé nous avait fait le logo. Après une interview, il avait accepté de faire un logo en reprenant son alphabet sociopolitique. Donc ce lien, en fait, entre punk et avant-garde artistique, il vise à poser la question, est-ce que cette esthétique do it yourself, elle est vraiment spontanée, ou est-ce que finalement on a des influences conscientes, voulues de la part de certains acteurs qui ont été instillés dans le punk en général et puis qui se sont retrouvés ensuite dans le fanzine à punk. Alors parmi les influences importantes, il y a celle de Barney Bubbles qui va faire la pochette du premier 45 tours de Génération X, le groupe de Billy Idol, Tony James. Et là vous voyez, on a l'impression que c'est une synthèse de deux œuvres constructivistes des années 20. Chose qu'on va retrouver de manière beaucoup plus explicite et revendiquée dans les productions de Bazooka en France, dans les années 70. Vous voyez là, Kiki Picasso, on a quand même des ressemblances. Et puis l'influence de Lisinski, Rodchenko sera revendiquée par les membres de Bazooka. Alors on a aussi les liens entre punk et situationnisme. Là, ce sont des liens qui sont quand même un peu plus forts, un peu plus avérés. Si on prend par rapport au traité de Van Engen, le traité savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, publié en 67, il y a 3 points importants, la créativité, la spontanéité ou la poésie. Finalement, je dis qu'on peut retrouver ces choses, la créativité c'est Sideburns, la spontanéité c'est ce que défend John Lydon dans son autobiographie, la colère est une énergie, et pas mon énergie comme c'était traduit en français, je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Il montre comment lui, il a pu positiver, transformer cette colère, cette rage intérieure en la construction de quelque chose, de groupe notamment, ou une certaine forme de poésie, la poésie punk notamment. Alors les liens entre punk et situationnisme, ils sont avérés côté britannique, notamment avec Jamie Reid, qui fera tous les visuels des Sex Pistols. Et puis Jamie Reid faisait éditer en fait un fanzine qui s'appelle Suburban, vous l'avez sur Urban Press, vous l'avez ici, qui est un fanzine basé sur le détournement, la parodie, et qui va toujours promouvoir la récupération, le recyclage des idées, comme les situe, et il avouera lui-même, vous avez la version originale et la traduction en dessous, tout l'élément situationniste et anarchiste qui est dans tout ça, Suburban Press et Pistols, c'est comme une réévaluation de l'histoire, des surréalistes à Dada, au situ, et à l'ensemble du mouvement agite-propre jusqu'au punk, puis à toutes sortes de choses, c'est une histoire continue. Ce que j'ai fait, c'est amener ces mouvements dans la culture populaire. Donc ces liens avec les situs, il démarre en fait dès les années 60, où il va dessiner la couverture de Heatwave, qui est un fanzine situ édité par Christopher Gray, membre de l'International Situationniste. Et ensuite, il va le lien avec les Sex Pistols se fait via Malcolm McLaren, lorsqu'il le rencontre en 1968, lors d'un sit-in à la Croydon Art School. McLaren a essayé de venir en France participer à mai 68, il n'a pas pu. Ils se sont rabattus sur la Croydon Art School pour faire des événements. Et là, il va participer à des fanzines, King Mob. Il va concevoir aussi des encarts dans l'anthologie Situ, qui sera éditée par Christopher Gray. Donc il y a des liens importants. Et on va les retrouver ensuite dans les Sex Pistols, et notamment avec ce fanzine Anarchy in the UK, qui sera publié, où on va avoir un peu toutes des références à Durruti, Daddy Uche, Durruti, Landry Brigade. On va avoir la pochette d'Olive and the Sun, où de la même manière que les situs prenaient des BD type Tintin, Alix, ils enlevaient les dialogues originaux, ils les remplaçaient. C'est exactement ce qui va être fait sur cette pochette. On va retrouver les paroles des chansons à la place des dialogues. Et donc ça, c'est un lien très direct. En France, alors il y a ce groupe punk de Caen, Bye Bye Turbin, qui lui aussi va faire une référence directe à un ouvrage de Yves Le Manac, qui avait été publié en 1973. Et donc là, c'est une référence directe au situationnisme par un groupe, là c'est musical.
le punk en tant que performance artistique, à travers les Berruriers Noirs, hein, François Guillemot, François, qui dit, lorsqu'il crée l'association Actes Énergie Perdue, c'est dans le but de créer et diffuser des œuvres qui en elles-mêmes étaient des actes au service d'un acte par lequel on souhaitait démontrer sa position par rapport à l'art plastique actuel et à la perception qu'avait le grand public de toute démonstration artistique. Hein, c'était dans un témoignage dans le numéro sur la scène punk en France qui était dans Volume en 2016. Et donc là aussi, hein, on voit qu'il y a des références par rapport aux avant-gardes artistiques, une démarche artistique qui est assumée, hein, même à travers les verrues. Alors le post-punk, parce que je ne vais pas m'arrêter au punk, mais si je regarde passer le temps. Le post-punk aussi, c'est là, je dirais qu'on a moins de scrupules à revendiquer un héritage artistique. Hein, par rapport au punk, où c'est toujours difficile, on dit oui mais le punk ça vient de la rue, etc. Ils n'avaient pas ces références-là. Il y a des acteurs qui les avaient, il y a des acteurs qui ont su être des passeurs. Dans le post-punk, ça va être un peu plus décomplexé, on va dire. Alors notamment quand Peter Saville découvre cette pochette de Génération X, vous voyez, il dit, édité par les Bubbles, il dit voilà, on a compris le constructivisme avait notre bénédiction, notre réponse a été oui, c'est le chemin à suivre. Et donc là, on va avoir une petite révolution esthétique avec notamment Factory Records et Peter Saville qui va créer ce qu'on va appeler le culte du sans nom, le culte sans nom, c'est-à-dire les pochettes de disques qui sortent sans nom de groupe, sans titre. Et c'est quelque chose qui va être imité immédiatement par les fanzines. Les fanzines post-punk, alors Cold Wave ou New Wave, tel qu'on a pu les appeler à l'époque, eh bien, commencent à sortir sans titre. Et un amateur de Joy Division, il se dit tiens, ce fanzine-là, celui-là, il est punk parce que oui, je le vois à son titre. Celui-là, il n'y a pas de titre. Tiens, ça me rappelle la pochette de Joy. Hop, il va le prendre. C'est un moyen aussi de capter un nouveau lectorat. Hein, donc là, on a différents exemples. Soit il n'y a pas de titre, ou soit il y a un titre mais pas de sommaire. Ça reste un petit peu mystérieux. Le minimalisme, qu'on va retrouver aussi dans les pochettes de ces groupes. Bon, vous voyez, on est dans une esthétique un petit peu différente, même si on a toujours un petit peu la contrainte parfois de la photocopie. Néo, qui est aussi présent dans le fond ici. Donc là, Néo, la 4e de couverture, ça ne fait pas de doute. Si vous retournez le fanzine, vous savez de quoi à peu près ça va parler, dans quel courant ça s'inscrit. Marteau de fer, fanzine Indus, dont la première de couverture c'est ça, c'est une feuille en aluminium, et la 4e de couverture c'est une feuille en aluminium. Donc là vous voyez ça, vous dites tiens, ça peut peut-être parler d'Indus. Et oui, Indus Noise. Là, pareil, les circuits imprimés, les circuits électroniques en sérigraphie, un fanzine House Artec de Clermont. Donc là aussi, là, vous voyez, je vous dis, c'est un peu plus décomplexé, à travers le retour au situ, le mouvement du 24 janvier, le Duocolone, qui est revendiqué, alors à travers notamment la pochette, la pochette de cet album de Duocolone, qui est en papier de verre, et qui fait référence directement aux mémoires de Bord et Yorn, dont la surcouverture était en papier de verre, parce que l'idée c'était d'abîmer les livres adjacents. Chaque fois que vous les prenez à la bibliothèque, vous les ressortez, ça use ceux qui sont de part et d'autre. Donc on réimite, d'un point de vue esthétique, ce truc de Debord. Alors vous voyez l'esthétique sur les fanzines gothiques, au-delà du titre, d'assez loin, on reconnaît à peu près courant musical. Vous avez des chauves-souris, des peuls d'araignée, le funéraire, l'occultisme, qui sont très très présents. La noirceur, c'est souvent effectivement très noir, même si on peut se poser la question, est-ce que la noirceur est un choix esthétique ou une contrainte économique, technique liée à la photocopie? Le terme gothique qui apparaît. Alors là, sur les fanzines grindcore, là aussi, les fanzines grindcore, on les reconnaît assez bien, avec une esthétique assez chargée, souvent écrit à la main. Donc vous voyez ça, Noise Visual Putrefaction, et donc écrit à la main, écrit en tout petit. Donc c'est quelque chose d'assez torturé, donc finalement c'est assez proche de l'esthétique musicale. God Vomit, bon, pareil. Bon, je pourrais continuer. Je vais terminer par
cette question, finalement, parfois qu'on me pose parfois, mais il y a toujours des fanzines en 2018, c'est étonnant. À quoi ça sert? Il y a Internet, il y a Facebook. Autre chose, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des fanzines? Oui, il y a de plus en plus de fanzines. Eh bien, je pense que effectivement, c'est ce côté un petit peu iconoclaste du fanzine DIY, de plus en plus de gens en prennent conscience. Ce vent de liberté qui apparaît. Donc vous voyez là, ça ne parle pas forcément de punk, mais sur le DIY est mis en avant. Et donc, pour faire un petit panorama rapide, je vais vous parler alors de la patrimonialisation. Donc ça a été à travers des anthologies, le regain de visibilité, une spécialisation accrue. C'est peut-être une des particularités, c'est qu'on a des fanzines de plus en plus pointus et experts dans le contenu. La qualité d'impression qui a aussi évolué. L'appui sur le web qui reste notamment pour la distribution, et puis d'autres sortes de fanzines qui apparaissent, qui se multiplient, des gravzines, la Bibliothèque Forney, vous pouvez aller voir, les fanzines d'art, vous avez en ce moment off-print jusqu'à demain au Beaux-Arts. Alors, la patrimonialisation, on se rend compte que depuis quelques années, il y a la réédition en facsimilé des fanzines. Alors Sniffing Glue, ça a été l'un des premiers, c'est pas étonnant, vous voyez, en 2000, réédité en 2017, à chaque fois à très peu d'exemplaires, parce que vous les trouvez encore d'occasion à 80 ou 100 euros, assez étonnant, ces livres. Rip and Torn qui vient de sortir, le fanzine de Glasgow, qui vient de sortir en réédition. Alors d'autres fanzines plutôt américains, Absolutely Zippo, de Aaron, Comet Plus dont je vais parler tout à l'heure, l'un autre, et puis côté français, alors 19, c'est plutôt une anthologie, parce que là c'est pas du facsimilé, c'est plutôt de la réédition, d'interviews, de contenu, donc des échanges qui avaient été publiés précédemment dans ce fanzine toulousain. Donc vous avez les numéros, je les vois plus ici, enfin vous en avez quelques-uns ici. Des festivals aussi, de plus en plus de festivals, de salons, d'ateliers, de barazines organisés à Montreuil, de stands sur des marchés. Donc il y a vraiment un regain de visibilité et puis toujours beaucoup de monde qui participe à ces différents salons, que ce soit ici ou en France ou à l'étranger. Donc là à Bruxelles vous avez les mercredis du fanzine qui sont organisés. Ce que je remarque aussi, c'est une spécialisation accrue et un contenu de plus en plus expert, alors, notamment ce qui pouvait exister auparavant dans certains fanzines, les fanzines communautaires, affinitaires, donc comment traduire, les genderzines, donc au-delà des fanzines féministes liées au mouvement Riot Girl, là c'est plus les fanzines, vous voyez, je pense à Genderface par exemple. C'est plutôt un fanzine personnel, donc une sorte de journal intime publié, ce qu'on appelle un perzine, de quelqu'un qui a changé de sexe, qui a voulu faire reconnaître ce changement de sexe du point de vue administratif aux États-Unis, et comment elle a échoué dans ses démarches administratives, parce qu'à chaque fois elle répondait mal aux questions, entre guillemets, donc quelque chose qui a été plutôt mal vécu. Elle en a fait quelque chose de positif en le racontant à travers son fanzine, et puis à la fin elle raconte comment enfin, après je ne sais plus combien de tentatives, elle a réussi. Alors ces fanzines personnelles, ces perzines, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que les gens hésitent, je pense, moins à publier leur journal intime. Là c'était assez rigolo sur celui-là, ce fanzine, vous voyez le titre, la seule pizzeria de l'endroit où je vis à Boulay. Donc voilà, il raconte que son malheur, c'est que la seule pizzeria qui existait dans son village à Boulay, qu'il est maintenant désœuvré. Et ces perzines sont des héritiers de fanzines punk. Pour certains, il y a des fanzines célèbres, Comet Bus, Burn Collector, Rat Party. Alors, Comet Bus par exemple, qui est édité depuis 1981 par Aaron Elliott, qui a fait l'objet de 2 anthologies, 2011-2015, dont une en français notamment. Et la particularité de Aaron Elliott, c'est qu'il a suivi notamment l'un de ses groupes de copains qui ont monté un groupe de punk, puis quand on commençait à faire une tournée, il est parti avec leur première tournée, il est parti avec eux, et il a raconté dans son fanzine, vous voyez, tout est écrit à la main, c'est comme Rat Party, que vous avez ici, je vous montrerai, je ferai passer tout à l'heure. Et en fait, le groupe en question, en fait, c'est Green Day.
Donc ses copains ont monté un groupe qui s'appelait Green Day, et lui il était avec eux, et donc dans son fanzine il a raconté ça. Donc on a toute finalement l'histoire de Green Day avant qu'il soit célèbre, racontée dans ce fanzine. Rat Party, bah, c'est à peu près la même chose, hein, édité par Stéphane Delevac depuis 1991, où là vous avez à peu près toute l'histoire de la scène parisienne, concert hardcore, alors avec une esthétique très particulière, hein, tout est... Alors pour notamment les numéros les plus anciens, je ne sais pas si dans ceux-là c'est toujours le cas, non, là c'est un photozine, vous avez des archives photos, le tronc, tout était écrit à la main, je vais vous montrer sur la page suivante. Donc au Rotring, hein, vous avez 60, 80, 100 pages, comme ça, plus des photos retravaillées, donc c'est déjà un objet esthétique en soi très particulier, et puis une plume aussi excellente, enfin, ça se lit, je sais que vous êtes dernier, ouais, voilà, mais bon. Faut pas casser le mythe. Les derniers qui sont là, de toute façon, sont des polices. Mais voilà, au début, en tout cas, sur les premiers, il a écrit c'était fait au Rotring. Alors, on voit évoluer aussi les qualités d'impression. De plus en plus de fanzines sont faits en sérigraphie, même aussi en risographie, hein, qui est un procédé qui est entre la sérigraphie et la photocopie. Donc, ça donne quelque chose d'un petit peu particulier. Permafrost, il est là. Donc vous voyez ça, ce fanzine Permafrost, dont alors vous avez à la fois du texte, de l'image, et puis vous allez voir des pages de couleurs un petit peu différentes. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on n'avait pas évidemment dans les premiers fanzines, donc des possibilités techniques aujourd'hui différentes. Et puis les gravzines, hein, de plus en plus présents. Alors le gravzine Couverture, hein, édité par El Rotringo, enfin la chaîne Jean-Jacques Tadjian, hein, qui est un fanzine où il n'y a que des couvertures, puisqu'il dit de toute façon la plupart des gens achètent un magazine pour la couverture, donc autant ne pas mettre de contenu. Donc vous avez une centaine de couvertures. La boîte à zine qui édite Rhizome, United Dead Artists qui sont présents à Offprint, ou le dernier Cri qui est en expo, donc là vous ce qui est édité. Alors est-ce que finalement le fanzine, malgré tout, les fanzines punk, est-ce que c'est pas un média vieillissant, hein, comme ses principaux acteurs? Parce que c'est vrai que finalement, vous voyez, on a des fanzines comme La Plus Dangereux, ils sont quand même rendus quasiment au numéro 150. Je prends Chéri Bibi aussi, hein, qui a un fanzine qui existe depuis 1991. Là vous avez l'ancienne version, la nouvelle version qui est là, qui ressemble finalement un petit peu à un magazine. On va se poser la question, mais c'est quoi vraiment la différence? Un numéro ici plus ancien, 2005, 2005-2006, vous voyez, grand format. Donc on a parfois, je me pose la question, finalement je commence à connaître tous les fanzinaires, ça pourrait être toujours les mêmes personnes, et puis s'il faut un peu de sang neuf, il y en a un peu de temps quand même, un petit peu de sang neuf, et puis on se rend compte qu'apparaissent aussi des fanzines comme Hug the Zine, qui est un fanzine sur les fanzines. Donc là, vous avez des chroniques, hein, de fanzines, et puis là, c'est là que vous vous rendez compte, non, il y a effectivement de nouvelles personnes qui font des fanzines, et puis généralement, ceux qui livrent leurs témoignages expliquent pourquoi ils continuent à en faire. Donc Rocardi, donc vous avez là des numéros assez anciens, assez rigolos, qui vous montrent en quoi un fanzine est vraiment très différent. Donc là, c'est un fanzine qui est né en 1983, et là, dans ce numéro 12, là, il y a un petit cadeau, c'est une capsule de bière, hein, qui a été décapsulée avec les dents de Shane McGowan. C'est collector. Alors aussi, on se rend compte qu'il y a une hybridation des genres, c'est-à-dire que ça parle plus simplement de musique, et là je prendrais par exemple Demain les Flammes, hein, qui était fait par quelqu'un qui faisait un fanzine qui s'appelait Plus que des mots au départ, et qui maintenant édite, c'est presque du livre, hein. Est-ce que c'est toujours du fanzine, mais c'est un contenu qui est à la fois musical, graphique, photographique, donc on est sur quelque chose dont la forme évolue, alors souvent par des gens qui ont une expérience du fanzine et qui vont vers autre chose. Voilà, Demain les Flammes qui est aussi dans le fond. Et puis on se rend compte que les médias mainstream s'intéressent aussi de plus en plus aux fanzines, ils en parlent, hein, que ce soit Libé, 20 minutes, ou en Grande-Bretagne, hein, qui disent eh bien, au fur et à mesure que les grands magazines perdent des lecteurs, les fanzines faits à la maison sont en train d'émerger. Donc ça, on peut en discuter. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, vous voyez ce fanzine de Syndrome de Galilée, hein, fait des zines en Sola, Portoda, mais si tu veux des Amigas, ça fait un groupe. Donc,
Souvent, le fait de faire des zines, hein, c'est souvent une activité, pas toujours, hein, mais parfois on se rencontre de gens plutôt solitaires. Et s'ils veulent se faire des amis, il vaut mieux monter un groupe. Petit clin d'œil des fanzines techno, vous voyez, hein, sur voici un sampler, voici un autre, mais maintenant, monte un groupe. Hein, il dit sniffing les idées dans ces petites erreurs, hein, ça les donne, c'est bon. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais répondre à vos questions. Je signale juste aussi, j'ai sorti mon commerce, j'ai sorti un bouquin sur les fanzines. Bah, c'est pas peut-être ce que je vous ai raconté aujourd'hui, mais c'est une partie, c'est le premier volume d'une série de 3 ou 4, on verra, mais qui est disponible chez Parallèle, à la distro de Valérie. Alors, question. Est-ce qu'il y a un deuxième micro ou... Ouais. J'aurais une question parce que vous n'avez pas évoqué. Chez les situs, dans leur première époque, c'est quand même un truc important. Est-ce que le potelage peut être considéré un peu comme un. Ouais, d'une certaine manière, ouais, dans la démarche. Ouais. Et pour moi, c'est rigolo. Alors, certes, c'était édité, on va dire, relativement ouvertement, mais c'était à perte, ouais. Distribué à la. Complètement. Et Dada aussi. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas parlé des tigers de la perte? Enfin, chez les tigers, c'est parce qu'il y a tout. Je pense qu'il y a tout un truc aussi de distribuer des papiers. Ils appellent les tigers papers. Alors, il y a toute une forme de communication autour des flyers également. Je n'ai pas évoqué les newsletters, plein de choses que j'ai pas pu aborder, mais effectivement le fait de, c'est pas les, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas les punks qui ont inventé le média gratuit qu'on distribue. Ça précédait évidemment sous d'autres formes. Souvent, ce qui a été le nerf de la guerre, ça a souvent été de trouver l'outil pour reproduire. Et par exemple, dans les fanzines, quand on regarde l'apparition des fanzines punk DIY, qui est finalement assez tardive en France par rapport à l'Angleterre, ça arrive plutôt 78, 79, 80, pourquoi pas en 76, enfin, il y en a quelques-uns, mais très peu. Eh bien parce qu'on va avoir finalement des magazines amateurs, enfin, ce ne sont pas des fanzines parce qu'ils sont distribués souvent par les NMPP, ce sont faits quand même par des amateurs, je pense à Rock News, Feeling, non Feeling c'est autre chose, Rock News, I Wanna Be Your Dog, qui vont être un peu plus distribués. Et en fait, c'est des gens qui sont souvent proches des milieux, on va dire, trotskistes, enfin des gens syndiqués, et qui ont accès à des outils de reproduction un peu plus importants que la photocopieuse. Donc ils ont, dès le départ, même s'ils n'ont pas de capital, ils ont la possibilité d'imprimer plusieurs milliers d'exemplaires et de rentrer dans les NMPP, les nouvelles messageries de presse parisienne. Et bon, ça ne dure pas, hein, comme souvent, quand on n'a pas de capital avec les NMPP, vous faites 7 numéros mensuels, et puis au bout de 7 mois, vous avez le retour sur les invendus, il faut payer les invendus, et là, les aventures s'arrêtent, l'éditorial s'arrête. Donc je pense qu'il y a peut-être une différence aussi par rapport à ça en France, à l'accès à l'outil de reproduction. En fait, on aura le fanzine, l'un des premiers, c'est Athème, qui sera fait par Gérard Nguyen dès décembre 75. C'est un des premiers qui parle de punk, des fanzines punk américains notamment. Et Gérard Nguyen, il fondera après les disques du Soleil Glacier. Et il avait des connexions avec notamment Libé. Donc il allait la nuit photocomposer son fanzine sur Libé. Donc pour toi, le même Police, par exemple. Hein, parce qu'il avait accès de nuit. Voilà. Donc la connexion, enfin voilà, les personnes vont aussi faciliter éventuellement la... Pardon. Oui, en fait j'aurais voulu revenir sur la question de la patrimonialisation. Oui. Parce que quand on assiste à la patrimonialisation d'un objet qui ne fait pas forcément partie de ce qu'on considère les arts traditionnels, la patrimonialisation elle peut se faire de deux manières différentes. Que ce soit par le biais des associations qui vont charger de la pérennité de ce genre d'objet ou de ces pratiques, ou alors par des institutions type des musées par exemple, où on peut se retrouver à avoir par exemple des fanzines de bazooka qu'on voit énormément sous des vitrines, ce qui n'était pas forcément la destination de départ. Voilà. Et en fait j'aurais voulu avoir votre avis justement sur cette mise en place de la patrimonialisation, puisque là on parle quand même de fanzines qui sont généralement des choses extrêmement engagées, qui viennent aussi de quelque chose d'assez fulgurant, et
qui n'ont pas forcément justement vocation à être institutionnalisés. À être éternels. Votre avis à vous, qui justement avait été ou est toujours acteur de cette scène? Alors, c'est une bonne question parce que, effectivement, la plupart, je vous ai montré des fanzines, comme tout à l'heure, Gratte-toi le cul, t'auras des verrues, PQ. Les personnes qui faisaient ces fanzines, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont sur rue, qui n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils faisaient ces fanzines-là. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans à numériser des fanzines sous PDF, à les mettre en ligne. J'ai arrêté, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être des gens qui ont fait des fanzines quand ils étaient gamins, qui ont écrit des choses, mais qui n'ont pas envie aujourd'hui qu'on les retrouve. Donc il y a ce côté, effectivement, faut-il... Déjà, c'est la numérisation, ça peut être une des formes de sauvegarde. Après, il y a la conservation. Ça, la fanzinothèque le fait bien. Elle conserve, elle archive, elle indexe. Après, il y a la muséification. Donc, est-ce qu'il faut mettre derrière une vitrine quelque chose qui, effectivement, a été fait pour circuler dans la rue et finir dans un caniveau? On peut se poser la question. Moi, j'organise des expos, des affichages de fanzines. Il y a des fois, effectivement, je me dis quelle est la forme adéquate pour à la fois valoriser ces fanzines-là sans les mettre derrière une vitrine, ce que j'ai fait une fois dans un frac, parce que il n'y a pas d'autre moyen, les mettre sous vitrine, mais finalement cet objet-là, non, il faut qu'il soit montré autrement. Et la fanzinothèque a trouvé une solution qui, pour l'instant, marche bien, c'est que les fanzines sont accessibles comme dans une librairie, c'est-à-dire vous avez des grands casiers et puis vous allez fouiller comme vous voulez, vous les sortez. Alors, c'est vrai que parfois, dans un musée, dans une bibliothèque, ça peut être un peu choquant parce qu'on se dit ils vont s'abîmer, ils vont disparaître, mais après ils sont consultés. C'est aussi la façon dont ils vivent. Mais c'est une très bonne question, c'est une réflexion sur effectivement comment traiter cet objet-là et par rapport même à l'anonymat des acteurs qui pensaient faire un truc à 50 exemplaires qui disparaîtrait et qui aujourd'hui ressort d'une autre manière. Quelqu'un d'autre? Alors, moi j'avais une question un peu spécifique, mais généralement il y a un autre point qui me semble très lié au fanzine, enfin fanzine je veux dire, c'est l'échange de cassettes. Je pense notamment au milieu du métal, le black metal, où on a eu les échanges avec les Norvégiens et tous les acteurs de la scène. Et je voulais demander, du coup, à partir de quelle époque à peu près ça a commencé à se développer justement cet échange de cassettes entre amateurs? Je pense qu'avec le punk, ça a commencé avec... là aussi, c'est un facteur technologique. Tant que la cassette n'existait pas, il risquait pas d'y avoir d'échange. Et les premiers labels qui se sont montés, qui ont coûté le... Moi, je me souviens avec mon fanzine de Gossip, on a sorti une compilation cassette, donc en 88, où on faisait sur un double cassette, on faisait les reproductions nous-mêmes. Donc c'était une qualité sonore abominable, mais c'était ce qu'il y avait de moins cher. Donc effectivement, on se rend compte que dans certains fanzines punk, très vite, certains ne veulent pas se limiter aux fanzines. Ils ont envie aussi d'être un acteur polyvalent. Donc nous, on animait des émissions de radio, par exemple, chaque semaine sur Alternante. Donc on invitait les groupes, et puis ensuite on a édité des cassettes. Et ça, souvent, les fanzineurs, alors certains sont musiciens, pas toujours, d'autres sont justement, ne sont pas sur scène, mais accompagnent la scène, la supportent à travers l'édition de fanzine, auquel s'ajoute une cassette. Abus dangereux, à partir de 89, va commencer à glisser à 45 tours. Puis, début des années 2000, je ne sais plus quand exactement, un CD, une compilation CD. Donc, c'est quelque chose... Est-ce que Marsu, tu saurais, toi, à partir de quand on voit des compilations cassettes apparaître, hormis les compilations, les échanges de copain à copain, ce qui a toujours été un... Mais j'en ai sorti une en 83, donc... Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment à cette époque-là qu'on va commencer à en avoir, même avec les fanzines qui accompagnent les fanzines. Quelqu'un d'autre? Ok. Eh ben, Merci. on va remercier Samuel et Étienne pour cette...